n'a pas été présenté à la conférence des présidents, mais conformément également au règlement. Donc, nous aurons à en débattre au point 30. Il y a changement de l'ordre de présentation des délibérations. On l'a dit tout à l'heure, puisque M. Issette doit rejoindre le travail, me semble-t-il. Sa délibération 5 sera présentée en point 3. Et la délibération 3, le rapporteur, c'est M. Grand, sera traitée au point 5 par Mebrock Boukersi. Vous avez également remis sur table les délibérations suivantes, l'actualisation de la composition des commissions municipales. Des mouvements y ont été apportés depuis l'envoi de la note de synthèse. J'invite tout le monde à vérifier ce qui doit être vérifié. Également, remis sur table les prestations d'action sociale suite au CT du 5 février. La modification du tableau des effectifs suite au CT du 5 février. Enfin, un changement de rapporteur pour la délibération 17. Corinne Grillet à la place de Madame Gomez-Viegas, qui est absente ce soir. Et également, et puis c'est tout. Et je vous propose du coup de démarrer sans plus attendre sur la composition des commissions municipales. Alors, est-ce que ce document appelle des observations? Non. Pas d'observation, je mets aux voix, qui s'oppose, qui s'abstient. Unanimité sur cette modification des commissions, merci beaucoup. Nous avons également une composition de la commission d'appel d'offres, le remplacement d'un délégué suppléant. Il s'agit donc de remplacer tout simplement Julia Cubillo, qui était suppléante, par Maxime Nymphosi à la commission d'appel d'offres. Est-ce que ça appelle des observations? Pas d'observation. Je rappelle que la composition est fixée par la loi, en tout cas le nombre. Après, qui on y met, c'est évidemment nous. Je mets aux voix, qui s'oppose, qui s'abstient. Unanimité, merci. On n'a que Jérôme Brocard qui vient conforter le quorum. Et je laisse la parole donc à David Issette pour la délibération numéro 5 qui devient délibération numéro 3. Attention, il faut tenir là. Hein. David Issette. Merci, monsieur le maire. Donc, cette délibération, c'est pour une autorisation donnée au maire de déposer des demandes de subvention pour le financement du pôle petite enfance. Donc, un petit historique sur... donc, vous savez que dans le quartier, donc l'école maternelle Villancourt, ancienne école maternelle Villancourt, a été donc déconstruite, détruite pour un nouveau bâtiment qui va regrouper école maternelle Olympiade, école maternelle Villancourt pour septembre 2018. Ce qui laissera en septembre 2018 l'école maternelle Olympiade par exemple disponible. Donc le choix de la commune a été de créer un pôle petite enfance pour plusieurs raisons. Déjà par rapport notamment au risque technologique, au PPRT, c'est dès qu'on en a l'occasion, donc on se doit aussi d'éviter un maximum de risques aux personnes, ce qu'on appelle difficilement évacuables, et aux ERP, aux établissements recevant du public qui contiennent ces personnes-là. Donc notamment les petites enfances font partie des personnes difficilement évacuables ou plus particulièrement plus en danger que d'autres. Donc c'est pour ça que le pôle petite enfance sera créé. Donc ce sera une réunification de la crèche Françoise Dolto, du multi-accueil Irène Joliot-Curie et de la Ronde des Couleurs, qui sont donc, comme je viens de vous dire, exposés aux risques technologiques. Et ce qui permettra aussi d'augmenter éventuellement aussi le nombre de places et de créer comme ça, donc dans ce bâtiment, donc déjà de le réhabiliter aussi au niveau thermique, puisque la future réhabilitation sera RT 2012 moins 25%, au même titre que l'école Olympiade l'école Villancourt qui est en train de se construire. Il y aura aussi donc la création par ce pôle petite enfance, un espace bébé et un lieu dédié à la parentalité. Donc
donc ça va comprendre la réhabilitation du bâtiment actuel et la construction d'une extension de 200 mètres carrés autour donc, de cette école Olympiade et le réaménagement des espaces extérieurs. Donc tout ça pour un budget donc, de 1 660 000 € hors taxes et qui est subventionné, donc, comme vous le voyez en deuxième page, subventionné donc, par la région, par le FEDER, par le département et par l'État. Donc, ce qui amène un taux de financement très intéressant, puisque la ville donc, mettrait 850 000 € sur ce projet, et avec donc, plus d'1 100 000 € de financement de partenaires extérieurs, qui est quand même, voilà, donc, on a mobilisé les services pour justement trouver du financement de partout, qui est très intéressant, au même titre que, je vous le rappelle, sur la maternelle Villancourt qui est en construction, il y a donc le département qui est venu aussi abonder pour 500 000 € à la création de cette école. Donc, dès qu'on en a la possibilité, on fait intervenir les partenaires extérieurs pour pouvoir financer les investissements de la ville. Vous avez un calendrier opérationnel. Donc ensuite, donc mars 2018, recrutement d'un architecte, donc dans un mois. Fin de premier semestre 2018, élaboration du programme et étude de la maîtrise d'œuvre. Deuxième semestre 2018, appel d'œuvre des travaux. Et le premier semestre 2019, démarrage des travaux. Donc fin prévue, fin 2019, début 2020 pour une ouverture de l'équipement. Donc voilà, donc pour ça, donc on a besoin de délibérer. Vous aurez aussi, je pense, d'autres délibérations ensuite, qu'une fois que les financements aussi seront finalisés. Et donc là, on vous demande l'autorisation, donc d'autoriser et déposer les dossiers de demande de subvention par Monsieur le maire. Merci beaucoup. Juste pour rappeler également un point qui a amené à la réflexion vers finalement le regroupement d'un certain nombre de lieux petite enfance, puisque Jean Moulin demeurera, évidemment, c'est tout simplement dans la délibération que nous avons votée fin décembre sur le PPRT, dans le cadre des négociations que nous avons eues avec l'État, où il nous a été indiqué, et évidemment c'est un sujet qui nous tient tous à cœur, la sécurité des Pontoises et des Pontois, c'est de pouvoir sortir des zones d'aléas qui demeurent dans le cadre des risques, tout ce que l'on appelle les équipements difficilement évacuables. Et en l'espèce, les équipements difficilement évacuables, vous avez notamment tout ce qui est crèche et halte garderie, là où il y a des bébés, des nourrissons, des tout-petits, qui nécessitent de fait la présence des adultes pour gérer la fuite, si besoin, en cas d'incident. Donc c'est aussi cela qui a conditionné cette stratégie, mais qui a été délibérée, je le rappelle, en fin décembre, en ce qui concerne le PPRT. La parole est à Martine Glé. Le micro. Oui, je voudrais savoir que vont devenir les équipements actuels. La crèche, multi-accueil Joliot-Curie et tout cela. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'ils deviendront ? Alors, la réflexion est en cours justement par rapport à tout ça. Donc il y a aussi le fait je crois que c'est le multi-accueil qui est dans le centre social Irène Joliot-Curie, qui va être redéfini par le travail qui a pu être fait par rapport au centre social. Donc voilà, tout ça c'est une réflexion globale aussi pour justement le devenir mais aucun bâtiment public ne sera abandonné et tout sera réutilisé à des fins en priorité pour des services publics et autres si besoin. Le CCAS comme le centre social vont connaître une grande rénovation et un travail sur l'ensemble des espaces à l'intérieur. Et les espaces ainsi libérés seront justement pour le CCAS et les centres sociaux, le CPEF, etc. Dans un projet qu'on pourra présenter d'ailleurs le moment venu. Et nous serons appelés d'ailleurs à appeler des subventions aussi pour nous aider sur ces sujets-là le moment venu. Je mets aux voix cette délibération. Oui, Chantal Bernard. Ah, très bien. Alors, vu l'avis de la commission finance, c'est ça ? C'est sans doute 2018. Merci. Cette modification faite, ce n'est pas...
Cette modification faite ne fait pas l'objet d'un amendement, c'est un détail, un point de détail de forme. Je mets aux voix qui s'oppose, qui s'abstient. Unanimité, merci beaucoup. Je laisse la parole à Mebrock Bouquercy qui peut donc reprendre le fil avec la dénomination des 2 futures stations de l'extension de la ligne A du tramway sur la commune. Mebrock Bouquercy. Oui, monsieur le maire, comme vous le savez, mes chers confrères, la ligne A la ligne A qui s'arrête au terminus Denis-Papin va connaître une extension au nord-est de la commune de Pont-de-Claix, supprimant ainsi 2 arrêts, l'arrêt Grand Galet et le terminus de Flottibule. Cette extension va donner naissance à 2 nouvelles stations qui se situeront au même niveau que les arrêts du bus existant. Donc les services de la SMTC ont sollicité le service urbanisme de la ville afin de formuler un avis sur la dénomination des futures stations relatives à cette extension. Un groupe de travail de la dénomination Mémoire et Patrimoine présidé par M. Maxime Grand, conseiller municipal délégué, s'est réuni le 12 octobre 2017 afin de sélectionner parmi les propositions les noms d'arrêts les plus pertinents. Pour la station intermédiaire, le groupe de travail a arrêté son choix sur l'arrêt futur dénommé Edmé Chadon. Il s'agit du nom de la première femme astronaute professionnelle à exercer en France. La connotation scientifique de ce choix est cohérent avec les arrêts de tram et de bus qui se trouvent en amont de ces arrêts, à savoir Marie Curie, une physicienne, Denis Papin, un physicien, et Gay-Lussac, physicien chimiste. Pour ce qui concerne le terminus de la future ligne, la dénomination qui a été retenue est Pont-de-Claix-Étoile. Cette proposition présente l'intérêt de faire un lien avec la thématique du planétarium situé à proximité dans un futur du terminus. En outre, la métaphore de l'étoile évoque parfaitement le concept du futur pôle d'échange en tant que point de départ pour plusieurs branches de direction. Aussi, un courrier a été envoyé au SMTC pour avis de ces propositions le 6 novembre 2017. Le SMTC a émis un avis favorable à date du 21 décembre 2017. Donc, il vous est demandé d'autoriser le maire à signer toutes les pièces nécessaires pour dénommer cette station, arrêt de bus et le terminus. Merci. Donc ces 2 stations ainsi dénommées, je voudrais juste rappeler, ça a été dit par Mebrock Bouquercy, Edmé Chadon, peut-être une scientifique dont on n'entend pas forcément le nom tous les jours. Je voudrais juste rappeler que bien sûr c'est la première femme astronome professionnelle et ça a été également la première femme docteur en mathématiques en France. Et vous savez que nous avons à cœur de faire en sorte que les dénominations soit le plus féminin possible à l'avenir, puisque, et je crois que ceux qui participent activement à la commission sauront que sur cette ville, je crois qu'il y a 2 à 3 rues qui portent le nom de femmes, et il est sans doute temps de corriger cela pour effectivement, en tout cas, augmenter et montrer tout simplement la place des femmes dans notre histoire collective. Est-ce que ça appelle des observations? Non. Je mets aux voix donc la dénomination de ces 2 futures stations de l'extension de la ligne A sur la commune. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Adopté. Merci beaucoup. Mebrock Bouquercy, une autorisation, signer une convention de travaux d'enfouissement de la ligne 63 kV. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, dans le cadre de l'opération du renouvellement urbain de la ZAC, les Mignotiers, la ville de Pont-de-Claix a sollicité le réseau de transport électrique RTE pour la mise en souterrain d'un tronçon de la ligne à 63 000 volts. Kilovolts. En effet, l'ambition de faire émerger une nouvelle centralité au nord de la commune par la construction de près de 2000 logements, la réalisation d'équipements publics structurants tels que la prolongation de la ligne A, comme on l'a vu la précédente délibération, la création d'un pôle d'échange multimodal, la construction future d'un planétorium
nécessite de libérer des terrains surplombés pour cette ligne-là. Pour répondre à cette demande, RTE propose une mise en souterrain partielle conformément à leurs articles. L'opération consiste à la création d'une liaison souterraine sur une longueur d'environ 1,4 km pour un coût global prévisionnel évalué à 1 529 000 €. Qu'au titre de l'article et des codes d'énergie et conformément au barème fixé par l'arrêté du 31 mars 2013, RTE accepte de la prise en charge à hauteur de 25%, soit un coût de 382 250 €. Le coût à la charge de la ville s'élève donc à 1 146 750 000 €, soit 75% de ce coût. Je tiens à dire aussi que cette somme sera prise sur la participation financière de la ZAC et sur 2 exercices. C'est pas spécifié sur la délibération, mais je voulais le dire. La démarche des travaux débutera au mois d'avril 2018. Par la suite, RTE mettra en ouvrage pour réaliser les travaux avec l'objectif de la mise en service de l'ouvrage modifié avant le 5 juillet 2019 et la dépose de son tronçon, avant le 31 juillet 2019. Donc, il vous est proposé d'autoriser le maire à signer ce marché pour pouvoir enterrer cette ligne. Sans rajouter qu'il y aura aussi un confort pour les habitants qui seront sur ce quartier, puisqu'il n'y aura plus de lignes aériennes avec des parasites. Et voilà. Bien. Est-ce que ça appelle des observations ? C'est une délibération importante pour la qualité de vie de nombreux Pontois qui voient cette ligne aérienne depuis bien longtemps. Et l'imaginer de la voir disparaître est effectivement une bonne chose. Bien, j'imagine qu'elle n'appelle pas d'autres observations et je la mets aux voix. Qui s'oppose, qui s'abstient, unanimité, merci beaucoup. Je laisse la parole à Corinne Grillet pour une autorisation de fusionner les écoles maternelles Olympiades et Villancourt. Oui, alors donc c'est une formalité administrative. On doit fusionner des écoles lorsqu'on arrête l'activité dans une école, et dans un second temps, quand les élèves auront intégré l'école Villancourt, on désaffectera l'école Olympiade de ses fonctions d'école puisqu'elle deviendra un autre équipement. Donc là, il s'agit de faire une demande, d'autoriser Monsieur le maire à fusionner les 2 écoles, donc maternelle et l'Olympiade, pour n'en faire plus qu'une. Voilà. Merci. Tout cela quand même en essayant de garantir l'ensemble des moyens sur les dites écoles maintenues avec ce procédé-là, ce qui est évidemment important aussi dans la période. Je mets aux voix, qui s'oppose, qui s'abstient, unanimité, merci. Toujours Corinne Grillet pour une autorisation donnée au maire de verser une subvention à l'association Space Junk. Alors, il s'agit d'un projet. Alors, pour le coup, je passe de l'éducation à la culture dans le même temps. Donc, nous avons validé un projet qui s'inscrit dans le street art dans la ville. C'est la continuité des autres saisons. Il y en a eu une à Saint-Martin-d'Air, à Fontaine, à Grenoble. Et donc, nous arrivons en 2018 pour faire ce projet. Donc, c'est une subvention de 10 000 €. Et ça nous permettra de voir fleurir 2 ou 3 œuvres sur des bâtiments de la ville ou des bâtiments privés, c'est-à-dire des copropriétés qui peuvent éventuellement demander à avoir une œuvre sur un de leurs murs. Voilà. Merci, c'est donc une délibération là aussi importante. Nous entrons dans une dynamique initiée par d'autres avec, évidemment, et Corinne Grillet ne l'a pas dit, des artistes internationaux qui viendront évidemment à Pont-de-Claix du coup faire ces œuvres. Et évidemment toujours un travail aussi avec les scolaires, là aussi à la rencontre des artistes, mais ça fait partie vraiment de la médiation culturelle que nous avons à Pont-de-Claix. Oui, Martine Glay. Je voudrais juste demander s'il y aura un jury pour décider de ce qui sera appliqué sur les façades.
un artiste reste un artiste si on lui laisse sa liberté de créer. Alors, c'est une question, parce qu'on a beaucoup échangé dans plusieurs instances. L'idée, c'est aussi que l'œuvre, elle corresponde à quelque chose qui se passe, à l'histoire de Pont-Clé. On parle du centre-ville, il y a une histoire au centre-ville. Il faut que l'œuvre, elle raconte quelque chose. Par contre, ça laisse la liberté à l'artiste de se l'approprier. C'est-à-dire qu'on va pas nous faire une proposition, ou nous, on va pas faire une commande d'une œuvre en particulier. Voilà. C'est... voilà. C'est une approche thématique et effectivement, pour éviter toute polémique inutile, parce que je peux imaginer ce qu'il peut y avoir derrière, la réalité, c'est qu'à un moment donné, il y a à la fois la liberté de l'artiste, tel que cela a été dit par Corinne Grillet, il y a le thème qui est proposé, mais n'oublions pas qu'il y a aussi une association, Space Junk. C'est elle qui est aussi, je dirais, c'est pas une relation directe entre la ville et l'artiste, et il y a aussi une médiation, je dirais, un travail qui est réalisé par l'association Space Junk, qui veille évidemment à ce qu'il n'y ait pas d'œuvre qui puisse, je dirais, heurter quelconque sensibilité, etc., ou qu'il y ait des propos qui soient contraires à la loi. C'est surtout ça le sujet. Voilà, donc... Qu'on regarde, je vous invite à regarder un des exemples. Il y a plusieurs exemples qui ont été faits à la fois sur l'espace public comme dans l'espace privé. Vous avez des mécènes industriels sur Grenoble qui l'ont fait, notamment les entreprises Arémon, Courberia, que nous connaissons tous. Je vous invite à aller regarder les œuvres. Et là, il y a eu aussi un travail de liberté à l'artiste. C'est d'ailleurs Arémon lui-même qui le dit, hein, tout en ayant un thème finalement qui soit posé initialement. Donc voilà un peu le double fonctionnement. Oui, Patrick Durand. C'est une œuvre sur trois, excuse-moi. 2 à 3 œuvres, et l'idée, c'est que nous puissions, là où il y a des évolutions de la ville, chaque année, pouvoir y apporter aussi une approche artistique dans ce qui peut être à un moment donné la rénovation urbaine de la ville. Donc là, nous en avons, il y en aura sans doute sur le centre-ville, sur le quartier Île-de-Mars Olympiade, sur l'avenue Charles de Gaulle, bref, à l'ensemble, nous n'avons pas une ville qui est immense, mais qui nous amènera tout simplement à travailler ces espaces. Et il y a un travail aussi qui s'opère avec l'association et l'écopropriété, parce que je rappelle que les plus grandes surfaces sont souvent celles par les pignons des immeubles. Et je voudrais juste dire ici que c'est impressionnant, certaines copropriétés à Grenoble l'ont fait et ont donné véritablement un élément de valeur, puisque l'œuvre a une valeur. Ce sont des artistes internationaux et vous savez qu'il y a un marché de ces œuvres aussi, puisque tout est marchand aujourd'hui dans ce bas monde, nous le savons bien. Bien, je mets aux voix qui s'oppose, qui s'abstient. Unanimité, merci. Corinne Grillet, une autorisation de donner une subvention à l'association sportive du collège Nelson Mandela. Alors ça, vous allez voir, il y a quelques délibérations qui sont récurrentes chaque année. Donc, nous, on a voulu apporter une précision sur le nombre de licenciés de l'association sportive du collège. Il y a 55 collégiens. Ce qui est rassurant, c'est qu'il y a une évolution, il y a une augmentation depuis quelques années du nombre d'adhérents à cette association sportive. Et donc, cette année, on leur a accordé donc 1 000 € pour les 55 collégiens licenciés. Cette subvention leur permet de financer, de remettre à jour les équipements et également de participer au coût des entrées, ce qui permet aux enfants de payer moins cher les entrées. Parfois, ça peut être vite un gros budget pour certains enfants. Parfait, merci. Qui s'oppose, qui s'abstient? Unanimité. Également une subvention, toujours pour le collège, pour un séjour à Vincennes. Alors,
je parlerai pas de subvention, je parlerai de participation, parce qu'en l'occurrence, on ne verse pas une subvention sur le budget du collège pour le voyage. Nous, on a souhaité qu'il soit fléché de 100 € par élève pour que ces 100 €, ils diminuent la participation de chaque élève pour le voyage de Vincennes. Pour rappel, nous allons accueillir bientôt les Allemands et au mois de mai, ce sont nos petits Pontois qui partent à Vincennes. Ça concerne 14 collégiens. Voilà. Merci de cette précision. Je mets aux voix qui s'oppose, qui s'abstient. Unanimité, merci. Toujours encore une grille, une autorisation donnée au maire de verser les subventions aux coopératives des écoles. Voilà, c'est le rendez-vous de l'année avec les coopératives scolaires. Cette année, donc comme l'an dernier d'ailleurs, nous accordons une subvention de 11 € par élève qui permet de financer, qui finance les timbres, des fois les subventions, qui permet de mettre à jour leur valise PPMS pour la mise en sécurité. Les versements, pour certains diminuent, pour d'autres augmentent. C'est normal, puisque c'est au prorata du nombre d'élèves. Donc, dans certaines écoles, le nombre d'élèves augmente et dans d'autres, il diminue. Et le total, c'est le versement pour cette année, ce sera donc 12 716 € pour les 11 écoles. Merci. Nous voyons bien que, d'ailleurs, si l'enveloppe est à peu près constante à l'échelle de la ville, elle varie fortement. On a plus d'écoles qui baissent en termes de subventions qui augmentent. Ce qui montre encore une fois que nous avons besoin de construire sur notre commune si nous voulons demain ne pas avoir de fermeture de classes dans nos écoles. Je mets aux voix qui s'oppose, qui s'abstient. Unanimité, merci. Les demandes de subventions auprès du GIP de la métropole. Alors donc la première délibération concerne le PRE, donc le projet réussite éducative pour les 2-16 ans. Et donc on demande une subvention auprès puisque le PRE de 16 ans, ça concerne le département. Donc c'est de pouvoir faire des demandes auprès du département, mais également aussi auprès de la CAF qui finance une bonne partie de ce dispositif car nous avons des actions d'accompagnement à la parentalité. Voilà, monsieur le maire, donc il s'agit de vous autoriser à déposer des demandes de subvention auprès de ces acteurs. Bien, pour celles concernant le PRE, les 2-16 ans, qui s'oppose, qui s'abstient, unanimité. Et la délibération numéro 12, là aussi... c'est pour les 16-18. Y a-t-il besoin de complément, de présentation? Non. On peut la mettre aux voix directement, même principe. Et à la CAF également, qui s'oppose, qui s'abstient. Unanimité sur cette délibération. Une autorisation donnée au maire de déplacer la classe Ulysse de l'élémentaire Jules Verne vers l'école élémentaire Villancourt. Alors, une petite histoire de cette classe Ulysse. À Pont-Clé, nous avons une classe Ulysse qui accueille 11 enfants pontois et un enfant grenoblois. Jusqu'à maintenant, les enfants étaient accueillis à l'école Jules Verne. L'école Jules Verne, comme vous le savez, a une capacité limitée. On ne pourra pas pousser les murs. Or, à la rentrée 2018, nous allons dédoubler les CP. Qui dit dédoubler les CP, c'est 10 jusqu'à 14 élèves par classe. Si l'on veut accueillir les CP dédoublés à l'école Jules Verne, il nous faut libérer des espaces. Nous ne souhaitons pas libérer des espaces pour une année et puis comme l'année suivante, ça sera le dédoublement des CE1. Nous préférons le faire cette année pour que les enfants soient pas dans plusieurs déplacements successifs. Donc ça, c'est déjà le premier point. Pourquoi Villancourt? Parce que c'est une école qui a suffisamment de classes pour que les enfants puissent être dans des situations d'inclusivité. Ulysse, c'est pas les enfants restent en classe ensemble toute la journée. Ils intègrent les classes qui correspondent à leur niveau. Là, il y a 12 enfants
parmi les 12 enfants, ils ne sont pas tous du même niveau. L'inclusion leur permet d'être dans une classe avec d'autres élèves de leur niveau. L'avantage à Villancourt, c'est qu'on a suffisamment de classes, suffisamment d'espace pour dédoubler les CP et en même temps accueillir cette classe dans de bonnes conditions. Nous avons rencontré les parents, nous avons rencontré l'enseignant. Les parents sont plutôt ravis parce qu'il se trouve que parmi les enfants scolarisés dans cette école Ulysse, il y en a 5 qui habitent le secteur Villancourt et qui vont du coup retrouver leurs copains qu'ils avaient perdus en venant à Ulysse à Jules Verne. Donc c'est plutôt une opération assez positive pour tout le monde. Merci. Est-ce que ça appelle des observations? Oui, Martine Glé. Je veux juste te demander si toutes les écoles ont la capacité d'absorber le dédoublement des CP. Oui. Oui. Largement. La seule école qui n'avait pas la capacité, c'est l'école Jules Verne, puisqu'elle est voilà. Donc les autres, ça a été étudié. Donc en fait, on a fait des scénarios sur dédoublement CP cette année et la préparation des dédoublements CE1 pour que si jamais il y a des réaménagements à faire, on ait le temps de les faire. En l'occurrence, on peut accueillir les dédoublements des CP et des CE1 sereinement. Très bien. Je mets aux voix, qui s'oppose, qui s'abstient, unanimité, merci. Corinne Grillet, pour la participation financière pour les enfants accueillis dans une classe Ulysse de la commune, la ville de Grenoble. Ah, il y en a une avant. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est bien celle-là. Non, elle est après. C'est la 14 et là, c'est bien celle-là. Donc, c'est l'Ulysse grenobloise. Excusez-moi. Non, pas de souci. Donc, il s'agit de faire une convention avec la ville de Grenoble, puisque nous accueillons, comme je vous l'ai dit, un petit grenoblois. Ça arrive l'année scolaire terminée, c'est normal, c'est le principe, et c'est la même chose pour notre relation avec les autres communes. C'est la seule situation dans laquelle les communes versent la participation pour les frais de scolarité des enfants. Le principe de gratuité entre les communes, c'est-à-dire des enfants grenoblois qui viennent à Pont-Clé ou des enfants pontois qui vont à Échirolles ou à Clé, nous n'avons pas de participation financière. C'est seulement dans la situation d'Ulysse où les communes contribuent à la scolarité des enfants. Donc en l'occurrence, nous, on va percevoir 1062 € pour l'enfant grenoblois qui... enfin, il y a 2 enfants. Oui. Là, c'est l'inverse. C'est 2 enfants pontois qui vont à Grenoble, donc on va leur verser 2124 €. Voilà. Voilà. Qui s'oppose, qui s'abstient? Unanimité, merci. La délibération numéro 15, la révision de participation des frais de scolarité des communes extérieures par enfants scolarisés dans une Ulysse de Pont-Clé. Voilà. Donc, vous voyez de vous-même que nous n'avons pas les mêmes frais de scolarité à Pont-Clé. On est à 1938 et à Grenoble, ils sont à 1100 €. C'est normal puisque l'on évalue dans ces frais tout ce que la commune met à disposition pour les enfants. Donc c'est le mobilier, mais c'est également toutes les activités qui sont proposées entre les accès à la bibliothèque, l'amphithéâtre, les moulins, le centre de Vars, le sport, l'intervention des étapes, la mise à disposition des étapes, les ATSEM. Donc ça, c'est valorisé et ça du coup a demandé de faire une révision de la participation des frais de scolarité que l'on demandera donc aux communes dont les enfants sont scolarisés à Pont-Clé. Merci. Et c'est là où on voit des différences parfois significatives entre les communes. Je mets aux voix, qui s'oppose, qui s'abstient, unanimité, merci. Une autorisation donnée maire de signer une convention de participation financière aux frais de fonctionnement du centre médico-scolaire d'Échirolles. Alors là, c'est une convention...
c'est une reconduction de convention. Donc en fait, nous avons un centre médico-scolaire, enfin nous n'avons pas. Échirolles a un centre médico-scolaire qui accueille des enfants de Pont-Clé et en l'occurrence pour participer aux frais de fonctionnement, il nous faut faire une convention avec le centre, avec la ville d'Échirolles, et la participation, pour information, la contribution de la ville de Pont-Clé s'élève à 1 357 € pour l'année, on parle de 2015, parce qu'on est, même chose, on a retard aussi sur la convention. Voilà, monsieur le maire. Parfait, est-ce que ça appelle des observations? Non, je mets aux voix, qui s'oppose, qui s'abstient. Unanimité, merci. En l'absence de Christina Gomez-Viegas et donc Corinne Grillet pour une signature, une autorisation pour signer avec la CAF une convention d'objectifs. Alors, je pense que vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure. On a agrandi le multi-accueil Jean Moulin. Et en l'occurrence, la CAF participe lorsqu'on fait des agrandissements d'équipements petite enfance, mais c'est conditionné avec l'augmentation du nombre d'enfants accueillis. Donc en l'occurrence, on aura une aide de 33 000 €, j'aurais bien aimé 300 000, 33 000 € et ça augmente la capacité de 3 enfants. Donc il y aura 3 enfants supplémentaires accueillis au multi-accueil Jean Moulin. 3 places de plus dans les équipements de petite enfance de la ville. Voix, qui s'oppose, qui s'abstient. Unanimité, merci. Nous passons à Dolores Rodriguez pour les prestations d'action sociale. La parole est à Dolores Rodriguez. Merci, monsieur le maire. Alors, cette délibération, c'est une délibération qu'on a voulu aussi dépoussiérer, car c'est une délibération qui datait de 1992, et certaines choses ayant changé, il était temps qu'on travaille un peu dessus, d'autant plus que la loi du 19 février 2007 relative à la fonction publique, modifiant la loi de 84, prévoit que les prestations d'action sociale versées par les collectivités sont des dépenses obligatoires. Le choix des prestations et leur montant sont fixés par chaque employeur. Les prestations d'action sociale sont distinctes de la rémunération. Elles sont néanmoins très importantes pour les agents car elles contribuent à améliorer leur qualité de vie. Je tenais, dans un premier temps, tout de même à remercier publiquement le travail mené par les représentants du personnel, l'amicale du personnel et les services de la ville qui ont su, dans un esprit constructif, s'interroger à travers une réelle consultation de tous les agents de notre collectivité afin de caler au mieux aux attentes des personnels. Cette délibération acte la participation de la ville sur plusieurs points. La participation à la prévoyance santé sur des mutuelles labellisées, socialement essentielles pour les agents fragilisés déjà par la maladie. Les chèques vacances, aujourd'hui il y a 350 agents qui bénéficient et souhaitent continuer à bénéficier des chèques vacances. Les départs famille, et cette année, nous avons élargi sur les séjours à l'étranger via les organismes, qui n'était pas le cas. Nous avons étendu la prise en charge des enfants handicapés, et ce, pendant toute la carrière de l'agent. C'était limité jusqu'à présent jusqu'à 21 ans. La restauration, la ville participe à près ou plus près de 60%, mais en tout cas du coût de la restauration. 50% du coût de la restauration est pris par la ville. Et n'ayant pas de délibération qui encadrait le PDA, nous l'avons mis dans cette délibération qui, globalement, encadre toutes les prestations sociales données au personnel. Nous avons enfin revu le calcul des quotients familiaux, car la réforme des grilles et des carrières avait modifié les proportions souhaitées par la municipalité et qui du coup lésait les bas salaires. Donc on rejoint l'équilibre 25-25 pour arriver à 100, mais on a l'équilibre réparti pour toutes les catégories.
Pour terminer, juste à titre informatif, vous avez pu remarquer quand même que je vous ai fait un résumé. Hein. Vous avez toute la délibération bien complète, mais quand même pour vous donner un ordre d'idée, en plus de la subvention qui est versée à l'amicale du personnel, le réalisé 2015 était de 161 000 €, le réalisé 2016 est de 178 000 €. Et on n'a pas le réalisé 2017, mais on l'aura bientôt. Donc ça, c'est bien à ajouter à la subvention que nous versons à l'amicale, qui elle aussi va s'interroger par rapport au questionnaire qui nous est revenu sur les prestations à voir ou revoir. Nous avons tenu à garder les chèques vacances, malgré le fait que effectivement les agents payent des cotisations dessus et nous aussi. Mais vu le nombre d'agents qui tenaient, on a voulu le garder à la ville. Voilà. Donc vous avez la délibération qui est on ne peut plus complète sur le calcul des quotients et tout ça, mais globalement, on fera un bilan l'année prochaine parce qu'on va faire un travail en exécutif, on en a parlé, sur un petit peu de comment on amène les agents à plus acquérir la prévoyance sur la santé parce que c'est excessivement important et a besoin de communiquer autour de ça. Donc on fera un bilan quand il faudra sur ces questions-là. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que ça appelle des observations ? Non, un grand bravo pour le travail qui a été fait, là, à la fois, bien sûr, par l'élu, par l'adjointe, par les représentants de la ville au CT, par les représentants du personnel, les organisations syndicales, pour finalement, encore une fois, au-delà du dépoussiérage, finalement, élargir l'assiette des droits de nos agents, ce qui est une excellente chose. Et je vous propose de mettre aux voix qui s'oppose, qui s'abstient. Unanimité, merci beaucoup. La modification du tableau des effectifs. Oui. Alors, il n'y en a pas beaucoup, donc je peux les présenter un par un et puis donner les explications à chaque fois, comme ça. C'est le tableau qui a été validé en CT du 5 février. Le poste 1950, c'est un poste d'un agent en longue maladie affecté temporairement à l'ARH. Vous savez, quand les agents ne sont pas dans les services et qu'ils ne sont pas là, on les rattache au RH et arrivé à un moment, eh ben, il faut les supprimer parce qu'ils ne sont pas... il est parti à la retraite en 2016 et il a été remplacé par anticipation. Donc le poste qui était à l'ARH n'a plus de raison d'être. On a un poste de la filière administrative qui a été supprimé, l'agent partant à la retraite au 1er janvier 2018, mais dans le cadre d'une réorganisation des services RH en particulier. Les missions, une partie des missions, et en particulier la suivi de la gestion de la masse salariale, sera tenue par un agent qui arrive du service RH. Donc en qualité de service public, il n'y a rien, et ça a été une organisation qui a été validée au CT aussi. Nous avons le poste 1886, un poste vacant depuis le 1er janvier 2016. C'est un agent qui était... On supprime le poste parce qu'il a été reclassé à la bibliothèque. Voilà, dans une bibliothèque. On va dire une, mais il n'y en a qu'une, donc du coup... voilà. On a le 2168, c'est un poste affecté sur poste aménagé qui a quitté la collectivité. C'est-à-dire qu'on a créé un poste pour pouvoir aménager le poste de cet agent qui avait des restrictions médicales. L'agent ayant quitté la collectivité, il n'y a plus de raison de garder ce poste en RH. Le poste 5, le poste 2230, c'est également un poste affecté et aménagé, parti à la retraite, et lui, il a été remplacé par anticipation, ce poste-là. Et le dernier poste, le 2231, c'est une modification, c'est une mise en adéquation du grade et du poste. C'est un poste de la filière technique catégorie C, cadre d'emploi des techniques des adjoints techniques au garage. On crée un poste de la filière technique catégorie C, cadre d'emploi des agents de maîtrise, parce que l'agent qu'on a recruté a un grade d'agent de maîtrise, donc on met en adéquation le grade et le poste. Merci.
Merci bien. Est-ce que ça appelle des observations? Non, je mets aux voix. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Unanimité, merci. La demande pour Ali Yayaoui, délibération importante. Et oui. La demande au conseil départemental de l'Isère d'intégrer la commune de Pont-de-Clé dans une zone à démoustiquer par les services de l'ERAD. La parole est à Ali Yayaoui. Oui, monsieur le maire. Alors, nous avons été sollicités par le département afin d'entrer dans le périmètre de démoustication de l'aire grenobloise. Alors, évidemment, c'est pas le moustique classique qu'on retrouve tous les étés, mais c'est le moustique tigre qui amène, en tout cas, des maladies graves et qui peut amener des maladies graves, en tout cas, et c'est véritablement un enjeu de santé publique. Voilà pour vous le signaler. Alors, on est dans un périmètre de risque. Le périmètre de risque est passé de 18 communes à pratiquement 40 communes et on rentre dans ce périmètre à risque. Alors, il nous est demandé d'intégrer ce périmètre et de profiter de l'ERAD qui est l'entente départementale Rhône-Alpes pour la démoustication, qui est financée par des départements et par des communes. Alors, c'est nous les communes, le département finance une partie, donc il y a 10 communes qui sont à risque, on nous demande d'intégrer ce périmètre-là, donc il nous est demandé une participation financière, donc ça, d'intégrer, de demander, et de profiter de l'ERAD et des actions multiples qui peuvent mener sur le territoire. Je tiens à vous signaler que si nous n'intégrons pas l'ERAD, le préfet, si demain il y a une problématique, peut nous imposer une démoustication et donc c'est à notre charge. Donc voilà, c'est un paiement qui pourra nous permettre d'avoir des compétences, de former des agents, puisqu'il y a de multiples actions, mais si vous avez des questions à poser sur l'ERAD et si je suis en capacité de vous y répondre, je pourrai vous y répondre. Voilà, donc cette délibération, on nous demande, on décide, ce qui nous est demandé, c'était de demander au conseil départemental de l'Isère qu'il engage le processus d'intégration de la commune dans la zone à démoustiquer par les services de l'ERAD à compter de 2018 et d'autre part d'approuver le versement à l'ERAD d'une participation financière annuelle calculée par le département selon la clé de répartition en vigueur. On ne vous a pas donné les sommes parce qu'on ne sait pas quel est le nombre. Est-ce qu'il y aura 9 communes, 10 communes? Donc voilà, voilà. C'est tout. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. C'est une délibération importante. Martine Glé. Est-ce que l'ERAD peut intervenir également sur la dératisation? Parce que, comme vous le savez, certains pontois se plaignent d'avoir des rats dans leur quartier. Donc c'est une question toute simple pour savoir si l'ERAD peut intervenir là-dessus, sur ce problème. Là, je peux vous répondre formellement qu'ils mènent des actions spécifiquement sur les moustiques. Et les moustiques très particuliers qui sont porteurs de maladies. Donc voilà, ça ne concerne pas les rats. Mais j'entends bien votre problématique. Voilà. Je rappelle que c'est la métropole qui peut effectivement avoir une action dans certains cas sur les sujets de rats, notamment en lien avec les réseaux d'assainissement. Il faut aussi avoir en tête que si ces derniers temps, un nombre de rats a été observé, c'est aussi lié au processus d'inondation qu'il y a eu, puisque vous avez tout simplement des réseaux qui sont gorgés d'eau à tous les niveaux. Et vous imaginez bien que l'habitat normal de ces animaux est plutôt sous terre qu'en surface. Et effectivement, lorsqu'ils sont un peu gênés par une montée des eaux, évidemment, vous les voyez réapparaître en surface. Donc c'est aussi lié à cela. C'est pas une prolifération, c'est tout simplement qu'à un moment donné, il y a eu des espaces où ils étaient qui ont été tout simplement un peu inondés. Ce qui ils ont souhaité se mettre un peu plus au sec pour dire les choses, mais en même temps, c'est ça la réalité. Ça s'observe ici comme ça s'observe aussi dans d'autres communes aujourd'hui. Voilà. Je mets aux voix sur la démoustication. Qui s'oppose, qui s'abstient, unanimité.
Julien Dussard, pour les subventions à verser aux associations culturelles. Oui, merci Monsieur le maire, mes chers collègues. Donc l'enveloppe des subventions est maintenue à la même hauteur que l'année 2017, même dans un contexte budgétaire difficile pour les collectivités. Donc cela montre bien que la municipalité aide au mieux les associations. Et moi je tiens à saluer les bénévoles qui œuvrent au quotidien pour faire vivre leur association et puis leurs adhérents et qui emmènent un plus la collectivité. Donc la première délibération, il s'agit pour les associations culturelles. Vous avez joint à la délibération la répartition de cette enveloppe. Voilà, si vous avez des questions pour cette première partie. Merci beaucoup. Pas d'observation? Je mets aux voix qui s'oppose, qui s'abstient, unanimité. Nous passons aux associations sociales. Oui, donc la même chose que les culturels. Vous avez le tableau avec la répartition de l'enveloppe. Donc vous avez des questions, je suis là. Merci. Je vais donc poser directement la question. Y a-t-il des questions sur les subventions à verser aux associations sociales, patriotiques et de loisirs? Non. Alors je vous propose de les voter. Pour les associations sociales qui s'opposent, qui s'abstient, unanimité. Patriotique, même vote, ainsi il en est décidé. Loisirs, même vote, unanimité, merci beaucoup. Je laisse la parole à Simone Torres pour la présentation de la délibération concernant la convention pour une durée d'1 an entre la commune et la mission locale. Je rappelle le sujet puisque Mebrock Boukersi, président de la mission locale, ne peut pas présenter cette délibération. La parole est à Simone Torres. Alors, en janvier 1995, la ville de Pont-de-Claix a décidé d'adhérer à la mission locale Sud-Isère, une association intercommunale pour l'insertion sociale et professionnelle des jeunes. Cette association a pour objet le développement des actions concertées de l'ensemble des partenaires, État, collectivités territoriales, partenaires économiques et sociaux et représentants associatifs, en direction des jeunes en difficulté professionnelle et sociale. Pour permettre le fonctionnement de l'association, la commune met à sa disposition des locaux et des moyens matériels par voie de convention, et notamment l'équipement dénommé Maison pour l'emploi. Ouvert en 2006, cet équipement a pour vocation d'accueillir et d'accompagner les personnes en recherche d'emploi. Il est également un lieu de ressources pour les entreprises locales dans le cadre de leur recherche de personnel ou de formation adaptée à leurs besoins. Il réunit le service insertion pour les personnes de plus de 26 ans avec les dispositifs RSA et PLI, ainsi que les communes de Claix, Le Gard, Le Pont-de-Claix, Saint-Paul-de-Vars, Varsadière-Hérissé, Vif et la mission locale Sud-Isère pour les jeunes de moins de 26 ans. La réunion de ces deux services permet d'optimiser les moyens humains et matériels et surtout apporte plus de lisibilité sur les actions de la ville dans le domaine de l'emploi et de l'insertion. La convention arrivant à expiration en mars 2008, compte tenu des discussions... Comment ? 2018, pas 2008. Compte tenu des discussions en cours sur l'adhésion au service commun de la métropole de la Maison pour l'emploi de Pont-de-Claix, il est proposé au conseil municipal de la prolonger d'1 année. Donc on vous demande de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à signer la convention qui fixe les conditions de mise à disposition de la Maison pour l'emploi et les moyens alloués à l'association Mission locale Sud-Isère pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 dans l'attente des discussions en cours sur la possible adhésion du service emploi-insertion au service commun de Grenoble-Alpes Métropole. Merci beaucoup. Y a-t-il des observations? Patrick Durand. Oui, il y a les deux délibérations, là, celle pour la Maison de l'Emploi et celle pour Mission locale, sur les subventions, mais je pense que c'est l'occasion de réfléchir, puisque la métropole, ça a été dit, la question est en cours de discussion, elle n'est pas complètement tranchée. Et je pense qu'on a besoin de regarder aussi, parce que la complémentarité des deux espaces permet de couvrir tous les publics, avec ce qui nous a été présenté de manière un peu plus précise, et c'est intéressant, avec un vrai travail de professionnel, mais on bute depuis plusieurs années sur la problématique d'accès à l'emploi. Donc on a
moi, une des réflexions que j'avais, c'est comment, dans cette période où on engage beaucoup de travaux sur la ville, les entreprises qui ont signé, pour celles qui ont signé la convention insertion, comment on a un regard, alors faisons attention parce qu'on n'a pas le droit d'obliger que ce soit des pontoirs, donc comment on a un regard particulier vis-à-vis des entreprises, à la fois sur l'insertion, mais je pensais aussi sur l'alternance, parce que on a des outils, on a des chantiers quand même relativement importants, et c'est l'occasion, je pense, au chantier centre-ville, chantier du tram, demain chantier du planétarium, tous les travaux qui sont engagés sur la ville et sur le Grenoblois. Et je trouve que c'est une difficulté, et le particularisme, et souvent que j'explique comme ça, puisqu'on a rencontré beaucoup d'entreprises là-dessus, et on a du mal à connecter le monde professionnel et la jeunesse qui cherche du travail. Alors je dis souvent, pour caricaturer, ils n'ont pas besoin de bac plus 25 pour travailler dans un certain nombre de métiers, donc on a à réfléchir. Donc moi je pense qu'il faut qu'on profite de cette période pour à la fois, ça nous permettra de réfléchir, parce que l'évolution vers la métropole, elle peut nous amener une surface plus large, mais on a besoin de travailler sur le Sud-Grenoblois. Ce qu'on peut regretter, c'est que des communes comme Saint-Paul-de-Vars aujourd'hui se désengagent de ces questions, alors que les jeunes de Saint-Paul, ils viennent à la mission locale ou à la maison de l'emploi à Pont-de-Claix, ils en bénéficient normalement. Donc on a besoin de travailler aussi, que toutes les communes soient sur ces questions qui sont des questions structurantes. Voilà quelques éléments, moi j'avais comme ça dans le... Mais que c'était sur la prolongation. Donc je pense qu'on a besoin de continuer à échanger avec les professionnels, avec les... Alors après on a aussi la question, une des questions sur lesquelles je viens souvent, c'est la relation avec la formation professionnelle, donc les organismes de formation, mais aussi la formation à la région aujourd'hui qui a repris des compétences formation. Donc on a besoin sur ces sujets de regarder comment la décision de transfert est un élément, mais comment on peut dans une période qui peut être plus favorable en termes d'emploi, avoir un vrai retour pour les jeunes qui sont à la recherche et qui ont des compétences, parce qu'il y a des compétences. Voilà un peu les questions que j'avais qui sont liées à ce regard, puisque j'ai eu à suivre ces questions de plus près, ça m'a permis de découvrir cet espace où il y a énormément de professionnels qui travaillent d'arrache-pied, mais qui souvent souffrent de ne pas pouvoir faire des propositions concrètes d'accès à l'emploi. Voilà un peu les éléments que j'avais dans la réflexion. Merci. Merci Mebrock Boukhersi. Oui, je partage tout à fait ce qui a été dit par M. Patrick Durand. D'ailleurs, c'est les orientations qu'on a données au service pour l'année à venir, sachant qu'il y a aussi un chapitre sur les conventions par rapport aux grands travaux qui vont être menés sur notre commune ou ailleurs, car je rappelle que des pontois peuvent travailler à Pont-de-Claix comme à Grenoble, peuvent travailler à Échirolles et vice-versa, quoi. Donc voilà. Et pendant que j'ai la parole, je ne prendrai pas part au vote, monsieur, en tant que président de la mission locale Sud-Isère. Voilà. Très bien, c'est noté. Merci pour ces éléments. Michael. Oui, absolument. Il faut aussi que... J'étais en train d'y réfléchir en même temps. Michael Meyrin également. Les deux élus siégeants ne prennent pas part au vote. Sur cette question des travaux, il y a eu et Patrick Durand l'a dit, il y a eu une délibération qui a été adoptée par la métropole sur justement le 1% insertion qui est unique en France. Ce qui a été fabriqué à la métropole est assez unique en France, voté à l'unanimité sur justement ce que disait Patrick Durand, de faire en sorte que nous puissions sur un certain nombre de grands chantiers permettre justement d'amener beaucoup plus de jeunes tout simplement vers l'emploi dans des approches assez qualifiantes qui permettent aux jeunes. Ceci a été lancé sur notamment un certain nombre de grands projets urbains, comme la rénovation des villes neuves, comme Mistral et Renaudie-Chamberton, les deux programmes en rénovation urbaine de type, en tout cas financés nationalement par l'Agence nationale de renouvellement urbain. Mais nous aurons aussi sur d'autres projets de rénovation urbaine à rediscuter justement après un bilan de cela pour d'autres, et ça pourrait concerner Pont-de-Claix au travers de ce qu'on va faire aux Îles-de-Mars Olympiades et sur d'autres secteurs également. Donc voilà, c'est aussi une démarche où communes et métropole justement sont en pleine et en parfaite articulation. Je mets aux voix qui s'oppose, qui s'abstient avec les deux NPPV notés. Simone Torres sur la convention, c'est la délibération numéro 26, convention avec l'association Mission Locale Sud-Isère.
Alors, toujours par l'adhésion depuis le 1er mars 1995 à la mission locale Sud-Isère, la convention actuellement en cours entre la ville et l'association relative aux locaux et aux moyens matériels mis à sa disposition a été actualisée. La subvention de fonctionnement annuelle que la ville accorde à l'association doit faire l'objet d'une décision annuelle express. Il vous est donc proposé par cette délibération d'autoriser Monsieur le maire à signer une convention annuelle avec le président de la mission locale pour proroger en 2018 les modalités de participation financière de la ville au fonctionnement de l'association, qui était fixée à l'origine pour 3 ans, et pour arrêter le montant de la subvention municipale au titre de l'année 2018, et qui s'élève à 8 100 € au titre de la part fixe et à 6,73 € par habitant, soit 78 979 € au titre de la part variable. Et donc un montant total de 86 379 €. Il est donc demandé au conseil municipal de décider d'accorder une subvention de 86 379 € à l'association Mission Locale Sud-Isère pour l'année 2018 et d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention correspondante. Parfait. Est-ce que ça appelle des observations? Non. Je mets aux voix. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Unanimité, merci. 2 NPPV aussi, toujours. Je laisse la parole à Mebrock Boukersi pour le chantier éducatif local, le recrutement de jeunes de 16-25. Une démarche de prévention en direction des jeunes en difficulté. C'est un outil qui permet de créer des conditions nécessaires à une relation éducative privilégiée avec le mineur ou un jeune majeur parfois, en rupture. Il s'adresse donc à des personnes âgées entre 16 et 25 ans et a pour finalité des objectifs éducatifs sociaux. Le chantier est co-organisé par la ville de Pont-de-Claix et La Paz. Un groupe de travail sera organisé pour sélectionner ces jeunes et les positionner sur ces chantiers. L'encadrement sera effectué aussi par l'éducateur de La Paz, pas par la ville. Il se doit d'avoir comme ambition principale l'insertion économique plutôt que d'aider le jeune, à savoir le lien dans son environnement, la confiance en soi, répondre à un besoin de reconnaissance, mesure des motivations, donner une première expérience et créer des liens avec les habitants notamment. Donc le chantier éducatif vise également à améliorer les relations entre ces jeunes et les habitants et les institutions. À travers ce chantier, des encadrants veilleront notamment au respect du cadre de la vie commune, avec notamment l'objectif d'aller vers un climat un peu plus serein. Donc 10 places sont à pourvoir de 21 heures chacune pour un salarié sélectionné. Donc voilà, il est demandé de, bien sûr, rémunérer sur les indices de rémunération classique, la 321, de demander d'autoriser le maire à signer cette délibération pour recruter ces jeunes. Merci. Est-ce que ça appelle des observations? Non. Je mets aux voix. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Unanimité. Toujours Mebrock Boukersi pour la création de jobs citoyens. Voilà, à peu près identique à celle que je viens de présenter. Il s'agit de permettre aux jeunes pontois, entre 16 et 18 ans, de découvrir le monde du travail, mais également l'environnement institutionnel. Ces jobs sont organisés par des périodes de vacances, printemps, été et automne. Les jeunes aussi sont encadrés par, aussi, comme la précédente délibération, par des techniciens de La Paz. Par contre, le recrutement est là au nombre de 43 et pour 30 heures par semaine. Toujours rémunérés sur le même indice et pendant les vacances, donc comme j'ai dit, printemps, été et automne. Voilà, pour 43 jeunes à 30 heures par mois. Et vous demandez au maire d'autoriser le maire de signer cette délibération. Merci. 43 jeunes pontois. Qui s'oppose, qui s'abstient, unanimité, merci beaucoup. Nous passons à un vœu du conseil municipal concernant l'EHPAD de Pont-de-Claix. Je laisse la parole à Simone Torres. Depuis le 1er janvier 2017, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les EHPAD donc, sont soumis à de nouvelles règles de tarification et de contractualisation, visant à simplifier l'allocation des ressources et à faire converger, d'ici à 2023, les dotations entre public et privé. Jusqu'à présent, les coûts financiers de l'activité des EHPAD étaient répartis entre l'État, le département, les résidents ou leurs familles. Le gouvernement permet désormais au département et à l'État de se désengager progressivement.
Cela contribue à creuser le déséquilibre financier de notre établissement en faisant porter plus encore la charge financière par les résidents et leurs familles et la commune, alors que ces dernières sont déjà impactées par les difficultés budgétaires. Nous n'acceptons pas cette logique qui va à l'encontre du principe même de la solidarité. Nos anciens ont donné leur vie active à la société, nous leur devons la dignité. Face à cette situation financière, et dans l'objectif de pouvoir assurer la stabilité budgétaire et financière de notre établissement, l'équipe municipale avait alors réfléchi à plusieurs scénarios, notamment à la hausse de la tarification pour compenser le désengagement de l'Agence régionale de santé et du département de l'Isère. Le président du CCAS, les élus et les administrateurs du CCAS ont soutenu le choix de la vice-présidente du CCAS de ne pas faire augmenter les tarifs pour les résidents et leurs familles. Le conseil municipal réuni ce jour confirme ce positionnement et souhaite que l'État et le département puissent garantir des moyens. C'est également dans cet état d'esprit que nous défendons l'idée de veiller à la garantie de moyens suffisants à l'EHPAD, condition essentielle pour permettre à la collectivité de s'occuper dignement des résidents. La démarche engagée par la collectivité depuis 2014 concernant les ressources humaines dédiées à l'EHPAD en témoigne. Les agents du service public sont en première ligne au quotidien pour assurer les missions du service public de proximité. Leur engagement professionnel permet de répondre aux besoins et aux attentes des résidents malgré les circonstances. Le conseil municipal apporte un plein soutien dans la mobilisation actuelle pour la revalorisation de la situation financière des EHPAD et l'amélioration des conditions de travail des agents, et appelle le gouvernement à prendre en compte les difficultés rencontrées et les demandes ici à Pont-de-Claix et sur l'ensemble du territoire. Merci. Merci. Est-ce que ça appelle des observations? Delphine Chemery. Au nom du groupe socialiste et apparenté, nous avons également un vœu à formuler concernant l'EHPAD. Les EHPAD sont financés par l'État via l'ARS, le conseil départemental de l'Isère, la commune et les familles. Force est de constater que le département de l'ARS se désengagent massivement, laissant cette charge aux familles et à la commune. Maintenir un tarif journalier abordable est un défi pour les familles modestes. L'approche financière se fait au détriment des familles. Ayant en tête que le coût minimum pour un résident monte jusqu'à 2 000 € par mois, qui peut se le payer? Nous désapprouvons ce désengagement du département et de l'ARS et nous combattrons cette approche purement comptable alors que les EHPAD accompagnent des personnes fragiles dont les familles sont elles-mêmes fragilisées par les difficultés du vieillissement. Nous ne pouvons que constater et déplorer un manque de volonté politique sur la question des personnes âgées et dépendantes de la part du département et de l'État, en ne faisant pas de cette question une priorité. N'oublions pas que ce qu'ont apporté nos anciens à la construction de notre ville, de notre région et de notre pays, nous leur devons ce respect. Nous continuerons à militer et à accompagner nos politiques publiques pour un service public de proximité et de qualité pour nos personnes âgées ainsi que pour une qualité de vie au travail pour nos agents. Nous tenons à les saluer et les féliciter pour le travail mené au quotidien auprès des résidents, compte tenu des difficultés liées au contexte financier complexe et aussi au vieillissement de la population. Vieillissement qui aboutit à des situations de dépendance de plus en plus grandes pour nos anciens. Nous resterons vigilants à avoir un service public de qualité avec des agents formés et en nombre suffisant pour prendre en charge les personnes âgées de plus en plus dépendantes. Permettre aussi aux agents de mieux accompagner les résidents avec dignité dans leur fin de vie, quelles que soient leurs origines, leur niveau social. Notre groupe soutient ce vœu et nous continuerons à nous battre pour une meilleure prise en charge des personnes âgées et de meilleures conditions de travail pour nos agents qui font un travail remarquable. Merci. Donc une déclaration, il ne s'agissait pas d'un vœu. Le vœu a été présenté par Simone Torres, il s'agit de la déclaration en soutien au vœu. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres interventions des uns et des autres?
Non, il y a eu... Oui, c'est Martine Glay, pardon. Soutenons, évidemment. Le bien-être de nos anciens nous intéresse. Voilà. Merci. Il y a eu un effort du gouvernement à hauteur de 50 millions d'euros. Voilà, annoncé mais pas encore distribué, qui représente bon an, mal an, environ 19 centimes par résident. Patrick Durand. J'ai été interpellé par des gens sur le recensement. Et les métiers de la santé, il n'y a pas de fléchage, c'est autre. Quand vous donnez votre profession, métier de la santé, il n'y a pas de... Il y a encore moins les métiers d'aide aux personnes âgées. Je trouve que c'est un peu symptomatique d'une non prise en compte de ces spécificités par l'État dans le cadre du recensement qui a été fait sur la ville. L'agent recenseur n'est pour rien. Donc c'est des personnes qui m'ont dit, j'ai pas trouvé, dans la discussion qu'on avait sur la maison de retraite, j'ai pas trouvé cette catégorie de métier. C'est au-delà, c'est pas qu'une anecdote, c'est un peu symptomatique. Donc c'est une remarque. Je sais pas si on pourra modifier le calage du recensement, mais bon, c'est... Merci. En tout cas, effectivement, ce qui s'est passé sur le plan national et cette mobilisation extrêmement forte témoigne d'une véritable réalité qui effectivement questionne et nous interroge et évidemment interroge le conseil municipal de Pont-de-Claix. Sur ce, je mets aux voix. Qui s'oppose, qui s'abstient, vœu adopté à l'unanimité. Merci. Le vœu concernant la réforme sur les rythmes scolaires, Corinne Grillet. Alors, c'est un vœu qui a été proposé à l'origine par le groupe Front de Gauche et nous nous sommes donc tous ralliés à ce vœu. Donc, c'est un vœu qui est proposé par la majorité. En permettant aux communes de revenir au cas par cas sur la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, le ministère Blanquer réouvre un débat sur l'organisation du temps scolaire et du temps périscolaire. Nous regrettons que cette décision ait pris la forme d'un décret simpliste, alors que tant de communes ont investi du temps et de l'énergie dans la réorganisation de leurs prestations depuis 2013-2014. Au lieu de résorber les inégalités entre les territoires nés de la réforme précédente, cette façon de procéder va au contraire les accroître encore davantage. S'il est nécessaire de poursuivre le débat sur ces questions pour faire évoluer notre projet éducatif de territoire afin qu'il corresponde toujours davantage aux attentes de la communauté éducative, cela ne peut pas se faire dans la précipitation. Il faut en effet prendre le temps de l'échange avec tous ceux qui sont concernés, parents, enseignants, équipes du périscolaire, etc. et le temps de l'organisation des changements décidés en commun. Malheureusement, le délai imposé par le gouvernement actuellement ne permet pas de prendre le temps de ce débat pour la rentrée 2018. C'est ce qui a amené la municipalité à opter pour une réflexion en vue de la rentrée 2019. De plus, si des dotations d'État sont apportées aux communes pour contribuer à financer le périscolaire dans le scénario à 4 jours et demi, ce ne serait plus le cas dans le scénario d'un retour à 4 jours. Pourtant, nous n'acceptons pas que les ambitions éducatives soient revues à la baisse pour une question de jours. Donc, je peux lire là, c'est fini. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, demande une prolongation du délai de réponse à la DAZEN pour l'organisation de l'année scolaire 2018-2019, le maintien des aides au périscolaire, quel que soit le scénario temporel retenu. Merci. Est-ce que ça appelle des observations ? Pas d'observation. Apparemment, il n'y a pas de décision prise, donc on attend cette prolongation du délai. Un vote. Il y a un vote sur le vœu. Et en fait, la question, elle a été évoquée par... nous demandons une prolongation du délai de réponse et le maintien des aides du périscolaire. Voilà. Corinne Grillet ? Alors moi, je veux bien en profiter, puisque j'ai la parole beaucoup ce soir, c'est de faire un petit point d'étape sur la vraie concertation et celle qui existe en ce qui concerne cette réforme qui existe depuis 2013. Le processus, il est en continu
Et on a rencontré des parents lors d'un comité de suivi. Et à partir de début mars jusqu'au mois de juin, nous allons rencontrer la communauté éducative toutes les semaines. Donc nous allons aller dans un premier temps dans chaque groupe scolaire pour échanger avec les parents, les enseignants. Nous allons faire venir une conférencière, Madame Canard, pour parler non pas seulement de 4 jours ou 4 jours et demi, mais parler de la fatigue des enfants, puisque c'est ce qui préoccupe actuellement les parents. Ensuite, nous aurons une réunion publique. Et nous allons attaquer la deuxième phase de la concertation qui consistera à la réflexion sur des scénarios que l'on peut envisager pour le rythme des enfants. Et ça ne sera pas le scénario 4 jours et demi, ça peut être un autre scénario. Et comment voilà, 6 jours, non, c'est pas. Ça peut être 5 jours, j'en sais rien. Ça peut être sans les vacances réduites. On ne sait pas ce qui peut sortir de cette réflexion. En tout cas, l'idée, c'est de sortir d'un débat qui oppose un nombre de jours, mais plutôt de repenser le rythme de l'enfant et de le mettre au centre de cette préoccupation-là. Et donc, on va se réunir régulièrement jusqu'au mois de juin pour qu'il y ait un vote proposé au mois de septembre avec la condition de 50% de participants. Voilà. Eh bien, justement, comme nous allons jusqu'au bout de la concertation, nous sommes en train de réfléchir avec les parents qui peut voter. Les parents, c'est sûr, mais est-ce que ça serait les parents des structures petite enfance, puisque ça sera quand même ceux qui vont être peut-être prochainement concernés. En l'occurrence, rien n'est acté. Voilà. Bien, merci. Demain, dans chaque cartable de chaque enfant, il y aura effectivement l'ensemble des éléments de ce processus de concertation, de façon à ce que tout le monde ait à la fois ce qui va se passer dans chaque groupe scolaire, réunion de conférences, réunions publiques, etc., élaboration des scénarios, et ensuite, effectivement, je dirais, le vote en septembre, tout ceci donc communiqué dès demain dans un processus de concertation assez long. En fait, le sujet n'est pas simplement le sujet 4 jours et demi. Moi, je respecte tout à fait les maires qui ont fait des choix de revenir à 4 jours dans une concertation qui a été 4 ou 4 et demi. Moi, je le respecte, je n'ai pas de point de vue à dire, c'est leur choix. Les situations sont assez variables. Vous avez des communes qui, effectivement, ont fait le choix de revenir à 4 jours. Vous avez des communes, d'ailleurs souvent des communes de strates plus importantes, qui font le choix de maintenir à 4 jours et demi. Il y a des cas assez particuliers aussi dans notre région. Je pense à Saint-Égrève, qui est resté à 4 jours et demi. Je pense à Voiron, qui est resté à 4 jours et demi. Dans un processus de concertation qui a été quand même assez particulier, finalement. La vraie question, c'est la nature même du processus de concertation. Comment nous allons au fond des questions, un certain nombre de sujets, et le temps que nous nous accordons collectivement pour aller au fond des sujets qui nécessitent du temps et qui nécessitent tout simplement de la discussion. Nous avons choisi cela. Encore une fois, moi je ne porte aucun jugement sur les autres communes qui font le choix qu'elles estiment. Et effectivement, l'important c'est que nous ayons ces temps réguliers désormais, avec un certain nombre, je dirais, de points précis, et ensuite vers une élection dont nous poserons ensuite les éléments effectivement de tout simplement de ce vote qui nécessitera là encore une fois une participation qui devra être importante pour que le vote puisse tout simplement représentatif d'une réalité de mobilisation collective. Je crois qu'on peut effectivement s'entendre là-dessus. Voilà. Patrick Durand. Juste dans le processus de concertation, quand ça a été construit dans l'autre sens, je pense qu'il y a des associations culturelles et sportives, ça avait eu des impacts, donc je pense qu'elles seront associées au processus parce que ça pourra amener à modifier les rythmes de leur organisation. Je pense aussi, il y a le personnel éducatif, mais il y a aussi tout le personnel de la ville qui tourne autour des écoles, équipements sportifs, donc ça c'est pas sans impact sur la gestion des équipements sportifs dans leur ensemble. Donc mais bon, ça fait partie des... Et je pensais plutôt aux associations culturelles et sportives parce que indirectement, ils seront confrontés à des demandes différentes ou nouvelles. Très bien.
Je mets aux voix sur ce vœu. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Unanimité du conseil municipal sur ce vœu. Parfait, merci. Il y a les décisions du maire prises depuis la dernière séance du conseil. Vous avez 6 décisions. Est-ce que ça appelle des observations? Non. Pas d'observation. Il est 19h56. L'ordre du jour est épuisé. La séance est levée.